Bonjour, je vais vous donner des instructions pour le labo de cette semaine qui porte sur l'accélération centripète. Je vais commencer par vous présenter un petit peu le montage. D'abord, ici, on a une masse qui est tout simplement accrochée sur une corde. Cette corde-là, elle est sur une tige horizontale. On peut mettre le tout en rotation. Donc, vous voyez, on peut faire tourner comme ça la masse. Là, ici, elle a accroché la poulie. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore accroché le ressort, mais j'ai un ressort ici. On va voir à quoi il sert tout à l'heure. Alors, le ressort, on peut l'accrocher sur la masse. Vous voyez, ça tire la masse vers l'intérieur. Et puis ensuite, on peut faire tourner le tout. Le ressort, bien sûr, devient étiré à ce moment-là. Donc, la rotation se fait à la main. La masse qui est ici, elle sert simplement de contrepoids. Si on n'avait pas cette masse-là, comme on a une masse à l'autre extrémité, le montage aurait tendance à bouger comme ça. Donc, ça sert uniquement de contrepoids. Donc, on va voir plus en détail comment on va se servir du montage tout à l'heure, mais je vais faire un petit peu de théorie avant. Alors donc, le montage qu'on vient de voir, on va l'utiliser pour vérifier la formule qu'on a vue au chapitre 4 pour l'accélération centripète d'un objet qui est dans un mouvement circulaire, c'est V carré sur R. Donc, on veut vérifier cette formule-là. On va donc devoir mesurer ou trouver une façon de mesurer, la vitesse et le rayon, puis de comparer cette accélération-là. Donc, un objet qui tourne, V carré sur R pour l'accélération centripète, on va transformer légèrement la formule parce que dans notre dispositif, on n'a rien qui nous permet de mesurer la vitesse directement. Donc, on va plutôt calculer la vitesse en faisant tout simplement la distance sur le temps. Alors, si on a un objet qui tourne en mouvement circulaire, quand il fait un tour, la distance qu'il parcourt, ça va être 2πr. Donc, vous voyez ici 2πr. Et le temps, T majuscule, on va tout simplement le mesurer. Ça se mesure facilement. Il s'agit de prendre un chronomètre et on peut mesurer le temps. J'ai ajouté ici un N parce que, bien sûr, c'est plus précis si on mesure plusieurs tours. Parce qu'un tour, ça se produit quand même assez vite, c'est difficile à mesurer. Mais par contre, si on prend plusieurs tours, ça fait une durée plus longue, donc c'est plus facile à mesurer. Donc le N, ça va être le nombre de tours. Donc de cette façon-là, il s'agit de mesurer le rayon de la trajectoire, ça on peut le faire assez aisément, de compter le nombre de tours, puis ensuite de chronométrer le temps que ça prend, et on va avoir la vitesse comme ça. Si on prend cette formule-là, puis qu'on la met dans celle d'en haut, ça nous permet de transformer un petit peu la formule de l'accélération centripète. On va l'appeler l'accélération centripète théorique, celle-là. Donc, vous voyez, 2πr au carré, ça fait 4π carré. Le r est au carré, mais par contre, comme on en a un au dénominateur, il en reste plus qu'un au numérateur. Le n est au carré également et le t est au carré. Donc ça ici, ça sera notre formule modifiée, disons, pour calculer l'accélération centripète théorique. Donc r le rayon qu'il faut mesurer, n le nombre de tours qu'on va compter et t, on va le mesurer tout simplement au chronomètre. Alors ça, on pourrait dire que c'est une façon de calculer l'accélération centripète cinématique. Maintenant, on va la comparer, cette accélération-là, à une accélération qu'on pourrait appeler une accélération dynamique, c'est-à-dire qu'on va calculer avec la deuxième loi de Newton. Alors, notre objet qui est en rotation, il subit des forces et il y a une accélération qui est l'accélération centripète. Donc, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, somme des forces égale masse fois accélération. Et si on isole l'accélération là-dedans, ça va nous donner la force divisée par la masse. Alors cette accélération-là, on va l'appeler l'accélération expérimentale. Bien sûr, elle n'est pas vraiment plus expérimentale que l'autre, c'est juste une autre façon de calculer l'accélération. Il s'agit à ce moment-là, on a deux variables à obtenir. La masse qui est au dénominateur, ça c'est assez facile, il s'agit de prendre notre objet, la mettre sur une balance, on va avoir la masse comme ça. Puis la force, ça par contre c'est un petit peu plus difficile à évaluer. On va voir tout à l'heure sur le montage comment on peut déterminer la force centripète. Donc ça, la force centripète, c'est la force qui est exercée sur l'objet vers le centre de la trajectoire. Alors, on revient sur le montage et on va voir maintenant comment on va mesurer les différents paramètres. Premièrement, la première chose à faire, c'est de mettre la masse à la verticale comme ça et de choisir un point de repère. Donc ici en bas, on a un certain nombre de petites dents en bois qui peuvent nous servir de point de repère. Donc par exemple ici, quand la masse est à l'équilibre, le ressort n'est pas attaché, donc elle est parfaitement à la verticale, ou la corde est parfaitement verticale, et je vais me prendre un point de repère. Je pourrais prendre le côté, par exemple, de la dent qui est là.
Évidemment, il faut que je me penche un peu là, pour pouvoir l'ajuster exactement. Donc, à ce moment-là, je sais que la masse est à l'équilibre. Tantôt, je vais la faire tourner et elle va tourner, mais je vais toujours m'arranger pour qu'elle passe devant le point de repère en question. Donc, à ce moment-là, je vais savoir que pendant ma rotation, la corde demeure parfaitement verticale. Donc, la corde n'exercera aucune force horizontale. La seule force horizontale qu'il va y avoir, ça va être donc la force du ressort. Et donc, je m'assure à ce moment-là, en faisant ça, que, vous voyez, si je fais tourner comme ça, puis je vais me pencher là, pour voir que ça passe exactement au-dessus du point de repère, bien, je m'assure qu'à ce moment-là, la seule force horizontale qui est exercée sur la masse, c'est la force du ressort. Donc, c'est le ressort qui va exercer la force centripète. Maintenant, pour mesurer la force du ressort, donc pour la masse, en fait, ça c'est simple, il s'agit de décrocher la masse qui est là, d'aller la peser sur une balance. Donc, on peut l'obtenir comme ça. Pour évaluer la force du ressort maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur la masse, comme ça, de manière à la ramener au-dessus du point de repère. À ce moment-là, on sait qu'il y a seulement le ressort qui exerce une force verticale. Et évidemment, dans ce cas-ci, si je tire à la main, bien, je ne peux pas savoir c'est quoi la force. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher une corde ici, on va la faire passer par la poulie qui est là, et ensuite, on va suspendre une masse. Là, ici, on va se mettre sur le bord de la table, évidemment, parce que là, je ne peux pas le faire pour l'instant, mais on va suspendre une masse ici, et on va tout simplement, bien, à ce moment-là, le poids de la masse qui tire ici, ça va être égal à la force du ressort. Donc ici, quand le ressort n'était pas accroché, j'avais une dent ici qui me servait de point de repère. Je peux même, ici, j'ai du ruban, là. Si vous voulez, vous pouvez même vous coller un petit morceau de ruban en dessous de la dent pour savoir laquelle que vous avez vraiment choisi. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi le côté de la dent. Alors, je raccroche mon ressort comme ça. Et maintenant, j'ai un petit support comme celui-là, avec un crochet. Alors, j'accroche ça dans ma masse comme ça et je fais passer la corde par une poulie. Et maintenant, il s'agit de mettre des masses là-dessus. Donc, on a un petit kit de masse comme celui-là. Donc ici, j'ai 100 grammes, par exemple. C'est une petite rondelle que je peux tout simplement déposer sur le support en question. Alors, vous voyez, ça l'a tiré dessus. Donc, je vais pouvoir mettre quelques masses comme ça. Ça s'en vient tranquillement. Bon, etc. Donc, je continue. Vous avez des 100 grammes, des 50 grammes, des 20 grammes, des 10 grammes, 5 grammes, etc. Donc, il s'agit d'ajouter des masses jusqu'à temps que ça ramène, il m'en manque encore un petit peu, jusqu'à temps que ça ramène à l'équilibre. Et à ce moment-là, je peux dire que, bon, si je suppose que la friction dans la poulie est relativement faible, le poids que je viens d'accrocher ici est égal, comme on est à l'équilibre, bien là, il m'en manque encore un peu, va être égal à la force du ressort. Maintenant, ce poids-là, je vais tout simplement prendre la masse et multiplier par 9,8, 9,81. Pour la masse, au lieu de faire l'addition des différentes masses, vous pouvez tout simplement le prendre au complet, parce que vous avez aussi même le support qui a une certaine masse. Donc, vous pouvez prendre tout ça au complet, puis aller le peser sur une balance. Donc, vous allez avoir la masse de l'ensemble directement. Et ensuite, donc, en faisant mg, on a le poids qui va être égal à la force du ressort. Maintenant, pour ce qui est de l'autre façon d'évaluer l'accélération, la manière cinématique, il nous faut deux choses, en fait, là-dedans. Il nous faut le rayon. Alors ça, c'est facile à mesurer. Encore une fois, bon, c'est pris un point de repère ici, puis la pointe ici, en dessous de la masse, elle est en plein centre de la masse. Donc, on prend en fait le centre de masse comme rayon. Ça veut dire qu'on a tout simplement mesuré la distance entre notre point de repère, qui est le centre de la masse, et le centre de l'axe de rotation. Donc, ça se mesure tout simplement à la règle. Ici, par contre, on a une petite difficulté technique, c'est qu'il faut évaluer quand même le centre de l'axe de rotation. Vous voyez que l'axe de rotation a quand même un certain diamètre. Donc, il faut évaluer le centre de l'axe de rotation, puis prendre le point de repère en question. Donc, ça s'évalue quand même assez bien, mais c'est difficile de mettre notre règle au bon endroit puisqu'elle va être à côté sur l'axe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mesurer la distance entre le bord de l'axe ici, avec une règle qui est faite pour mesurer tout de suite à partir du 0 jusque là, ou même on pourrait prendre celui-là. Puis ensuite, on va mesurer avec un pied à coulisse la largeur de ça, qu'on va diviser par 2. Et donc, on va ajouter cette distance-là plus celle-là
ça va nous donner le rayon. Donc ça se mesure relativement bien. Ensuite, le temps, bien là, on va le faire au chronomètre. Donc on va mesurer le temps pour un certain nombre de rotations au chronomètre. Donc, à ce moment-là, il faut tout simplement faire tourner la masse. Par contre, il faut s'assurer que la masse passe bien exactement au-dessus de notre point de repère. Une fois que ça passe au-dessus du point de repère, on peut déclencher le chronomètre quand il passe dessus, comme ça. Et ensuite, on va compter un certain nombre de tours. C'est sûr que plus on prend un nombre de tours élevé, plus c'est facile de mesurer le temps, plus l'incertitude se trouve diluée, en fait. Donc, c'est mieux de prendre un assez grand nombre de tours. Je vous suggère peut-être 20, 30 tours, quelque chose comme ça. Ici, vous remarquez que si j'attends 20, 30 tours, bien, mon objet ralentit à cause de la friction. Et là, moi, je le vois ici, bien, comme il ralentit, il s'en vient vers l'intérieur parce que le ressort l'attire vers l'intérieur. Puis, vu que la vitesse a diminué, la force centripète devient trop grande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir, pendant la rotation, alimenter un petit peu. Donc, donner des petits coups de temps en temps comme ça pour maintenir la vitesse constante. Donc, le plus possible. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se penche comme ça puis qui regarde, qui donne des petits coups de temps en temps pour toujours maintenir la masse au-dessus du point de repère sur une trentaine de rotations. Et donc, ensuite, on compte le nombre de tours comme ça et au bout de 30, on va arrêter. Faites bien attention, là, je vois souvent plusieurs personnes qui, bon, une fois qu'ils sont prêts comme ça, qui partent le chronomètre en comptant 1, 2, 3, 4. Évidemment, il faut éviter de faire ça. Quand on appuie sur le chronomètre, c'est le départ, donc ça, c'est 0 en fait. Alors ensuite, on a le premier tour, etc. Alors, vous pouvez comme ça mesurer le nombre de tours. Alors, on va avoir le rayon, le nombre de tours qu'on a compté, puis ensuite le temps, ce qui va nous permettre de calculer l'accélération centripète cinématique ou encore théorique, si on veut. Une petite note maintenant sur les incertitudes. Donc, dans ce labo-là, vous avez à tenir compte des incertitudes du début à la fin. Donc, ça veut dire que vous devez évaluer l'incertitude sur chaque mesure que vous prenez et vous devrez ensuite calculer l'incertitude sur les valeurs finales des accélérations. Donc, vous allez avoir l'accélération théorique avec son incertitude, l'accélération expérimentale avec son incertitude. Et pour dire qu'on a vérifié la formule, bien, il faut que les accélérations théoriques et expérimentales, avec leur incertitude, il faut en fait que les domaines d'incertitude se chevauchent à quelque part pour qu'on puisse dire qu'ils sont compatibles. Donc, pour évaluer les incertitudes, il faut se poser la question, quand on fait l'expérience, il faut se poser la question, quelle va être l'incertitude sur cette valeur-là? Donc, par exemple, quand je vais mesurer le rayon. Alors, je mesure le rayon en deux parties, si on veut. Il y a une partie qui est mesurée à la règle, puis il y a une partie qui est mesurée au pied à coulisse. Puis ensuite, on va additionner les deux, donc on additionne les incertitudes. Alors, quand on fait notre mesure, il faut se poser la question, quelle est l'incertitude sur cette mesure-là? Donc, j'ai l'incertitude intrinsèque de l'instrument de mesure et il faut ensuite que je me pose la question, est-ce qu'il y a un autre facteur quand je prends ma mesure qui va influencer la mesure? En d'autres termes, est-ce que je devrais ajouter quelque chose à l'incertitude intrinsèque de l'instrument de mesure? Quand on prend ensuite, bon, le nombre de tours, évidemment, on le compte, il n'y a pas d'incertitude là-dessus. Quand on mesure le temps au chronomètre, on a un chronomètre qui est très précis. Vous voyez, il est précis, celui que j'ai dans mes mains, au centième de seconde près. Donc, on pourrait dire l'incertitude intrinsèque de l'instrument de mesure est très, très faible. Par contre, ce chronomètre-là, je le déclenche à la main. Alors, c'est sûr que je ne suis pas capable d'être précis au centième de seconde près quand je vais le déclencher. Donc, il faut que je le déclenche quand la masse passe au-dessus du point de repère, puis que je l'arrête 30 tours plus loin quand la masse passe encore au-dessus du point de repère. Donc, je ne serai certainement pas précis au centième de seconde près. Par contre, la question, c'est comment est-ce que je fais pour évaluer une incertitude comme ça? Un truc qu'on peut faire, c'est prendre la mesure plusieurs fois. Donc, je le fais une première fois, 30 tours, je prends la mesure, je la prends en note. Je recommence une deuxième fois. Donc, je fais mon affaire, je compte encore 30 tours, je prends à nouveau une mesure. Donc, comme ça, je le fais plusieurs fois, idéalement peut-être, on peut aller jusqu'à une dizaine de fois. Et comme ça, je vais avoir plusieurs mesures différentes pour 30 tours à chaque fois. Donc, théoriquement, ça serait supposé être exactement le même temps tout le temps, mais justement, à cause de l'incertitude, je vais avoir des temps qui vont varier. Et donc, comme j'ai une variation de mes temps,
je peux me servir de ça pour évaluer l'incertitude. Supposons que mon plus petit temps, c'est 9,4 secondes. J'ai plusieurs autres temps, puis mon plus grand temps, c'est 10,4 secondes. Bien, je peux dire qu'en fait, toutes mes mesures vont de 9,4 à 10,4 secondes. Donc, à ce moment-là, j'ai 1 seconde d'écart entre le plus petit et le plus grand temps. Si j'ai 1 seconde d'écart, j'ai donc une demi-seconde comme incertitude. Bon, j'exagère peut-être dans ce cas-là, vous allez peut-être trouver quelque chose de plus petit, mais donc j'aurai une demi-seconde d'incertitude sur le temps. Et le temps que je prendrais à ce moment-là, ça serait la valeur moyenne entre 9,4 et 10,4 secondes. Ensuite, quelles sont les autres mesures que vous allez prendre? Vous allez prendre la masse qui est suspendue ici pour pouvoir équilibrer le ressort. Donc, à vous d'évaluer l'incertitude sur cette masse-là. Et vous aurez également la masse qui est ici en rotation, que vous allez peser sur une balance. Donc, à ce moment-là, pour celle-là, il n'y a pas beaucoup de causes d'incertitude, mais il faudra quand même évaluer cette incertitude-là. Pour bien vérifier la validité de la formule, on va faire 4 essais différents où on va faire varier chacun des paramètres tout seul, dans le fond. Donc, premier essai, vous prendrez un rayon arbitraire. Ici, par exemple, on pourrait commencer avec un rayon relativement grand. Pour changer le rayon, il y a une petite vis ici. Donc, par exemple, sans trop exagérer, il ne faut pas trop être proche de la poulie, mais donc, je me prends un rayon de rotation relativement grand ici. J'accroche le ressort. Donc, ça sera ça, mettons, un premier essai. Deuxième essai, on va changer la masse, seulement la masse qui est en rotation. Pour faire ça, il y a une petite vis ici et je vais ajouter un 100 grammes. Donc, je vais le serrer comme ça ici. Donc, maintenant, ma masse en rotation a 100 grammes de plus. Donc, j'ai changé ce paramètre-là. Troisième essai, je vais revenir avec la masse qu'on avait au début, puis je vais changer cette fois-ci seulement la force du ressort. Alors, pour faire ça, ce que je peux faire, c'est décrocher le ressort d'ici, puis je vais allonger cette petite vis-là. Alors, vous voyez, en le tournant de plusieurs tours comme ça, le point d'attache du ressort va tomber un peu plus proche, donc le ressort va être moins tiré. Et donc, il va exercer une force moins élevée. Donc, j'aurai changé la force du ressort. Et quatrième essai, on va changer cette fois-ci le rayon. Donc, je vais ramener la masse comme ça, plus à l'intérieur. Donc, pour avoir un plus petit rotation, un plus petit rayon de rotation. Par contre, il va falloir que j'ajuste un petit peu le ressort. Vous voyez, par exemple, comme je l'ai mis tantôt, là, ici, il n'est tellement pas étiré qu'il n'exerce aucune force. Donc, je vais être obligé de changer, donc dévisser ça ici, pour faire en sorte que le ressort soit quand même étiré d'une certaine distance. Donc, comme ceci. Et donc, à ce moment-là, vous voyez le ressort, quand la corde est à la verticale, le ressort est quand même étiré d'une certaine distance. Donc, à chaque fois, j'ai changé un paramètre. Le dernier essai, bien sûr, j'ai changé 2 paramètres en même temps. On a changé le rayon puis la force du ressort. C'est difficile de faire autrement pour le dernier essai. Donc, ça sera nos 4 essais différents. On va terminer la capsule avec les instructions pour le rapport de laboratoire que vous allez avoir à remettre. La feuille que j'ai ici, vous l'avez sur Omnivox, donc vous pourrez l'avoir en format écrit. L'expérimentation va se faire en équipe de 2. Parce qu'on n'a pas suffisamment de montage pour que tout le monde le fasse individuellement, donc ça va se faire en équipe de 2. Mais par contre, le rapport devra être individuel, donc chaque personne devra me remettre son propre rapport. Ça va être à remettre sur Omnivox, donc en version PDF. Dans un seul document, donc tous les tableaux, discussions, etc. dans un seul document. Avant le 5 avril, 17h, le 5 avril, c'est le lundi de Pâques, dans le fond. Donc, ça va vous donner un peu plus qu'une semaine pour faire le rapport. Vous allez avoir une semaine plus la fin de semaine d'ensuite, donc pour remettre votre rapport. Alors, qu'est-ce qui est à remettre dans le rapport? Je vous demande ici juste d'identifier votre partenaire d'expérimentation sur la page titre. Donc, c'est pour que je puisse savoir avec qui vous avez fait l'expérimentation. Ensuite, on commence par une introduction et un cadre théorique et méthodologique. On a déjà vu l'exemple dans le rapport chute libre, donc vous pouvez faire référence à cet exemple-là. Vous pouvez aussi voir l'exemple un petit peu plus loin, donc un petit peu plus loin dans le document, j'ai fait un autre exemple, donc il est ici, où c'est une petite expérience simple là, ici où on a laissé rouler une bille sur une rampe.
puis ensuite on l'a laissé tomber à partir d'une certaine hauteur, et le laboratoire visait à essayer de prédire dans le fond à quel endroit la bille allait arriver. Donc, on décrit l'expérience. Donc, dans l'introduction, on fait une mise en contexte, on dit ça va être quoi le but de notre expérience, puis ensuite, on décrit grosso modo l'expérience que l'on va faire. On a un schéma du montage, ça peut être une photographie. En laboratoire, vous pourrez prendre une photo du montage si vous voulez pour l'inclure. On indique la théorie pertinente, c'est-à-dire les formules que l'on va utiliser dans le laboratoire, puis les manipulations qu'on va faire, les résultats qu'on s'attend à avoir. D'ailleurs, vous pourrez vous servir de la capsule que vous êtes en train d'écouter pour rédiger votre cadre théorique et méthodologique, parce que dans le fond, depuis le début de la capsule, c'est un peu ça que j'ai fait, le cadre théorique et méthodologique. Dans le fond, je vous ai dit au début, je vous ai décrit un petit peu le montage, je vous ai dit quel était le but de l'expérience, puis ensuite, on a vu les formules qu'on allait utiliser, comment on allait les utiliser, puis ensuite, on a vu dans chaque cas comment on allait s'y prendre pour mesurer les différentes variables, puis comment on allait pouvoir mettre ça tout ensemble, puis comment on allait pouvoir traiter les résultats par la suite. Donc, en fait, c'est un peu ça le cadre théorique et méthodologique. Alors, je reviens aux différentes sections. Ensuite, les tableaux de mesure et résultats, bien sûr. On a appris comment faire les tableaux selon les normes. Donc, tableau de mesure et résultats, si ça peut rentrer dans un seul tableau, vous pourrez le faire comme ça. Sinon, si c'est trop large ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire des deux tableaux séparés, les mesures, puis ensuite les résultats. La justification des incertitudes. Je vais vous donner un exemple ici. Un petit peu plus loin, vous l'avez ici. La critique des mesures directes ou la justification des incertitudes, si on veut, il s'agit juste d'expliquer pour chacune des mesures directes que l'on prend, quelle est l'incertitude qu'on a attribuée, puis la raison pour laquelle on a attribué cette incertitude-là. Donc ici, l'exemple que j'ai fait ici, c'est l'expérience qui est là. Alors, par exemple, on dit la longueur de la rampe. Alors, on a mesuré la longueur de la rampe, on a attribué 4 cm d'incertitude à cette longueur-là. Dans le petit texte qui est ici, on explique pourquoi on a attribué 4 cm. Comment on a fait pour évaluer cette chose-là. Le temps de descente de la rampe, on a 0,07 secondes. On explique ici comment on a évalué ce temps-là. En fait, ce qu'on explique ici, c'est qu'on a pris la mesure à plusieurs reprises, puis on a pris les deux valeurs extrêmes. C'est comme ça qu'on a évalué notre incertitude, la hauteur de la table, etc. Donc, chaque mesure directe, on dit quelle est l'incertitude qu'on a mis et on explique comment on a évalué cette incertitude-là. Vous n'avez pas à le faire pour les mesures indirectes ou les calculs, si vous voulez. Donc, par exemple, les incertitudes sur les accélérations, l'accélération théorique et l'accélération expérimentale, ben ça vient des calculs. Dans le fond, on applique la méthode des extrêmes pour calculer l'incertitude à partir des mesures. Donc, ça, on n'a pas à le justifier, c'est le calcul en quelque sorte qui la justifie. Prochaine section, la discussion et la conclusion. Donc, la semaine dernière, on a fait un exemple. Vous avez rédigé une discussion. Donc, j'ai remis peut-être ici, à la deuxième page, le rappel de qu'est-ce que ça contient, une discussion. Donc, l'introduction qui est ici. Ensuite, ici, c'est un petit peu différent peut-être du dernier cas qu'on a fait parce que cette fois-ci, on a quantifié les incertitudes. Donc, on va avoir des valeurs à comparer, mais cette fois-ci, les valeurs, ils vont avoir des incertitudes. Donc, plutôt que de calculer un pourcentage d'écart, la première chose à faire, c'est de dire si nos valeurs sont compatibles ou non. Et quand est-ce que deux valeurs sont compatibles? On se rappelle que c'est lorsque leur domaine d'incertitude se touche ou encore se chevauche. À ce moment-là, on peut dire qu'ils sont compatibles. Alors ça, c'est la première chose à faire. On va avoir 4 essais, donc 4 comparaisons à faire. Puis ensuite, là, la discussion va beaucoup dépendre de si les résultats étaient compatibles ou non. Donc, c'est pour ça qu'ici, je l'ai mis en deux parties. Si les résultats sont compatibles, à ce moment-là, ça veut dire que l'équation qu'on voulait vérifier, elle est valable selon nos résultats. Maintenant, ce qui va être important de dire, c'est valable jusqu'à quel point, c'est-à-dire on va calculer la précision de nos résultats. La précision, on se rappelle que ça correspond à l'incertitude relative. Par exemple, si j'ai une accélération de 10 plus ou moins 1, bien, la précision, c'est 10%. Donc, 1 sur 10 fois 100, ça va me donner 10%.
Donc là, je pourrais dire que, si que mes valeurs sont compatibles, mais avec telle précision. Donc ça va me permettre de juger si l'expérience était précise ou non. Euh, on va rappeler les causes d'incertitude importantes. Donc, celles qu'on a mentionnées déjà ici, lorsqu'on a justifié les incertitudes sur les mesures, donc on va rappeler quelles étaient les plus importantes dans ces incertitudes-là. Donc, celles qui ont causé le plus d'incertitudes dans le résultat final. Et ensuite, donc, on va pouvoir suggérer des façons de diminuer leur importance. Donc, si on identifie que c'est tel facteur qui donnait l'incertitude la plus importante, bien, on va agir là-dessus en priorité dans la prochaine expérience qu'on va faire pour essayer de diminuer son incertitude et avoir des résultats plus précis. On peut aussi mentionner ici on dit autres facteurs influençant l'expérience dont on n'a pas pu tenir compte quantitativement dans les incertitudes. Puis on va faire aussi des suggestions pour diminuer leur importance. Par exemple, dans l'expérience qu'on a fait la dernière fois sur la deuxième loi de Newton, on avait la friction qui était un facteur d'incertitude, un facteur important qui influençait l'expérience, mais on ne pouvait pas vraiment en tenir compte dans nos calculs, puis on ne pouvait pas non plus évaluer une incertitude qui correspondrait à ce facteur-là, mais ça vient quand même influencer l'expérience, donc on peut le nommer puis trouver des suggestions pour diminuer l'importance. L'autre possibilité, ce serait que nos résultats sont incompatibles. Alors si les résultats ne sont pas compatibles, à ce moment-là, on peut calculer un pourcentage d'écart. Une façon de calculer un pourcentage d'écart dans ce cas-là, quand on a des incertitudes, c'est de calculer l'écart en tenant compte des incertitudes. Ça veut dire, par exemple, supposons que j'ai mes deux domaines d'incertitude qui sont comme ça. Ben, l'écart qui reste, dans le fond, c'est l'écart qu'on a entre les deux extrêmes les plus proches des domaines d'incertitude. Donc ça, c'est l'écart qui est inexpliqué par les incertitudes. Alors, on peut calculer cet écart-là divisé par la valeur théorique fois 100, ça va me donner un pourcentage d'écart. Et donc ça me renseigne sur l'incompatibilité de mes résultats. Plus le pourcentage d'écart est élevé, plus mes résultats sont loin de l'autre, sont incompatibles. Et là, on va essayer d'expliquer cette différence-là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai un écart entre mes valeurs? Est-ce que c'est parce que la loi que je voulais vérifier n'est pas bonne? Est-ce que c'est parce qu'elle est peut-être bonne, mais qu'elle ne s'applique pas tout à fait au montage qu'on avait pour une raison X, parce qu'il y avait un défaut, un biais dans le montage, ou dans la méthode de mesure, par exemple. Donc, bref, on va essayer de trouver ces facteurs-là et à chaque fois, on essaie de trouver des façons de corriger ces défauts-là pour une prochaine fois si on avait à reprendre l'expérience. Ici, il faut faire bien attention, je l'ai mis ici en note, là. On ne peut pas invoquer des causes d'écart dont on a déjà tenu compte dans les incertitudes. Donc, par exemple, si je pourrais pas dire que mes résultats sont incompatibles à cause que j'ai mesuré le temps à la main, puis que j'ai un temps de réflexe, etc. Parce que si j'ai déjà tenu compte de ce facteur-là dans mes incertitudes, donc j'ai déjà évalué à quelle incertitude ça correspondait, cette cause d'écart-là, bien, je l'ai dans mes incertitudes, donc ça va se répercuter dans les incertitudes de l'accélération. Puis là, je me rends compte que mes résultats sont incompatibles malgré ces incertitudes-là. Donc, ça veut dire que c'est un autre facteur dont je n'ai pas tenu compte dans mes incertitudes qui va expliquer l'écart en question. Et à la fin, finalement, on fait un petit résumé de la discussion où on fait sortir les faits importants, ce qu'on a mentionné dans notre discussion par rapport au but qu'on s'était fixé. Finalement, donc ça c'était discussion et conclusion. Finalement, je vous demande aussi en annexe vos calculs. Dans le fond, je voudrais pouvoir vérifier les calculs que vous avez faits, surtout les calculs d'incertitude, en fait. Donc là, si vous faites vos calculs à la main, à ce moment-là, vous pourrez me remettre la feuille en format papier. Soit lors d'un cours, ou vous pouvez aussi la déposer dans mon pigeonnier qui est près de mon bureau, là, dans le local. En fait, c'est le couloir où on fait nos laboratoires. Donc, vous pourrez le déposer à ce moment-là.
la feuille, vous pourriez me la déposer un peu plus tard, là, parce que c'est sûr que ça va chevaucher la fin de semaine, ça va être le lundi de Pâques, donc vous ne viendrez pas nécessairement au cégep. Donc la feuille de calcul, l'annexe, là, ça vous pourrez me la remettre peut-être un petit peu plus tard. Euh, Si vous faites vos calculs dans Excel, donc vous rentrez des formules puis vous faites des calculs directement dans Excel, mais à ce moment-là, vous pourrez m'envoyer votre fichier Excel sur Omnivox. Mais il va y avoir un travail séparé, donc un endroit de remise de travail séparé. Donc un pour le rapport puis un pour le fichier Excel. Donc vous pourrez me le remettre à cet endroit-là. Vous avez mes critères de correction, donc les critères de correction du français ici. Puis ensuite, un peu plus loin, vous avez mes critères de correction puis les pourcentages aussi que j'attribue à chaque section. Ça pourra vous servir un petit peu de checklist si vous voulez. Vous avez les différents éléments que je corrige ici. Donc vous pourrez les regarder pour voir quand vous aurez terminé si tout est là puis si tout semble correspondre aux critères qui sont là.